À la remise des diplômes de mon fils à Aix-Paris, il a pris la parole devant 500 personnes pour remercier tous ceux qui avaient fait de lui l'homme qu'il était. Sa mère, son beau-père, ses professeurs, ses mentors. Il n'a pas prononcé mon nom une seule fois. Alors je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti pendant qu'il parlait encore. Mais quand son offre d'emploi à 160 000 € s'est effondrée 2 semaines plus tard et qu'il est venu réclamer l'assurance vie que j'avais constituée pendant 23 ans, il a appris qu'elle n'existait plus. 112 000 €, 23 ans d'économie accumulés sou par sou sur le salaire d'un professeur de mathématiques dans un lycée technique de Clermont-Ferrand. Je regardais l'écran de mon ordinateur dans mon appartement du boulevard Gergovia, le curseur posé sur le bouton de rachat total, le contrat que j'avais ouvert le mois de la naissance de mon fils. 500 € chaque mois, sans exception. Même quand mon ex-femme était partie, même quand l'académie avait gelé les avancements, même quand j'avais dû choisir entre réparer la voiture et payer la mutuelle certains hivers difficiles. La voix de mon fils me revenait en mémoire depuis notre coup de téléphone de la semaine précédente. « Papa, franchement, 100 000 €, c'est ce que Stéphane dépense pour rénover sa cuisine. » Je suis touché par le geste, mais je joue dans une autre catégorie maintenant. Une autre catégorie. Mon garçon, que j'avais élevé seul depuis ses 13 ans, le jour où son ex-femme avait décidé qu'elle avait besoin d'autre chose, qu'elle étouffait à Clermont, que Stéphane la comprenait, que Stéphane était différent, que Stéphane avait de l'avenir. Le même Stéphane qui dirigeait un cabinet de conseil en stratégie à la Défense, qui conduisait une Porsche Cayenne et qui avait apparemment redéfini ce que signifiait être un père. Je fermais l'ordinateur et allais me poster à la fenêtre. Novembre à Clermont, le ciel était d'un gris de ciment. Les platanes du boulevard avaient perdu leurs feuilles depuis longtemps. Ma vue donnait sur le parking de la Fnac, et si je me penchais légèrement à droite, sur un bout du dôme de la cathédrale noire. Rien à voir avec la terrasse haussmannienne du 16e arrondissement que mon fils ne cessait de poster sur Instagram. Le faire-part de la remise des diplômes était posé sur ma table de cuisine. Papier épais crème, lettres en relief doré. Aix-Paris vous invite à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion. Mon prénom était écrit à la main par mon fils, de cette écriture soignée que je lui avais apprise quand il avait 6 ans, assis à cette même table de cuisine, pendant que son ex-femme était à son cours de yoga. 23 ans plus tôt, quand mon fils était né, j'avais 38 ans, et j'enseignais au lycée Lafayette. Son ex-femme avait 31 ans, travaillait à mi-temps dans une agence immobilière, se plaignait sans cesse de l'isolement, du manque d'ambition de la ville, de l'absence de perspective. Nous vivions dans un appartement de 3 pièces dans le quartier des Salins, celui qui sentait la pluie et la vieille pierre. Le jour de la naissance de mon fils, 8 livres 2 onces hurlant à plein poumon à la maternité de l'Hôtel-Dieu, je l'avais tenu contre moi et j'avais fait une promesse silencieuse. Mon fils aurait les opportunités que je n'avais pas eues. Il irait en classe préparatoire sans s'endetter. Il aurait le choix. J'avais ouvert un contrat d'assurance vie la semaine suivante, 500 € par mois. Cela signifiait ne pas changer de voiture quand ma Peugeot 306 avait atteint les 200 000 km. Cela signifiait acheter mes vêtements en solde. Cela signifiait donner des cours particuliers le mercredi soir et le samedi matin pour arrondir les fins de mois. Mais chaque mois, 500 € allaient sur ce contrat et les intérêts composés faisaient leur travail silencieux. Mon fils était un enfant brillant. Il aimait les chiffres comme moi. En CE2, il résolvait mentalement des multiplications à 3 chiffres. En 5e, il participait aux Olympiades de mathématiques. J'étais si fier que j'en avais les larmes aux yeux lors de chaque remise de prix. Son ex-femme, elle cherchait autre chose. Ce qui apparemment nécessitait beaucoup de déplacements à Paris pour des formations en développement personnel. Quand mon fils eut 13 ans, elle nous réunit dans le salon et dit simplement qu'elle ne pouvait plus. Que Stéphane la voyait pour ce qu'elle était vraiment, que cette vie l'étouffait. Elle partait à Paris. Elle prit sa valise, son tapis de yoga et quelque chose d'irremplaçable. Me laissa avec un adolescent déboussolé et un appartement qui semblait soudainement trop grand. Papa avait demandé mon fils ce soir-là, la voix brisée entre l'enfance et autre chose. C'est à cause de moi qu'elle est partie. Personne ne part à cause d'un enfant. Ta mère est partie pour ses propres raisons.
Ce n'est pas à cause de toi. Je suis là. Je serai toujours là. Et j'y étais. Chaque réunion parent-professeur, chaque entraînement de judo le mardi soir, chaque exposé de terminale préparé ensemble sur la table de cuisine, chaque chagrin d'amour, chaque victoire, lui et moi contre le reste du monde. Pendant ce temps, à Paris, son ex-femme vivait sa meilleure vie avec Stéphane dans son appartement du 16e, postant des photos de dîner au Grand Véfour et de week-ends en Toscane. La première fois que Stéphane avait cherché à établir un lien avec mon fils, c'était 2 ans après le départ de son ex-femme. Mon fils avait 15 ans. Subitement étaient apparus des cadeaux de Noël qui coûtaient plus que mon salaire mensuel. Un MacBook Pro, des Air Jordan en édition limitée, une raquette de tennis de compétition. Et avec chaque cadeau venait la voix de Stéphane, lisse et assurée, parlant à mon fils d'ambition, de réseau, de vision. « Papa, Stéphane dit que je devrais viser Sciences Po ou HEC. Il dit qu'avec mes notes, je pourrais faire une prépa à Louis-le-Grand. Louis-le-Grand à Paris. La meilleure classe préparatoire du pays. Je savais ce que ça représentait. Les frais de scolarité, le logement à Paris, la vie quotidienne. Avec mes économies, si mon fils obtenait une bourse sur critères sociaux, si je continuais les cours particuliers, si je ne touchais pas à l'assurance vie, on pouvait y arriver. Si c'est ce que tu veux, on trouvera un moyen. Vraiment, papa? Parce que Stéphane a dit qu'il pourrait aider sinon. Ma voix sortit plus dure que je ne l'avais voulu. On n'a pas besoin de l'argent de Stéphane. Tu es mon fils. C'est ma responsabilité. 2 ans de prépa à Louis-le-Grand. 2 ans où je mangeais des pâtes le soir pour que mon fils ait un logement décent en cité universitaire. 2 ans où je refusais de partir en vacances, de changer mon canapé éventré, de m'offrir quoi que ce soit. Mais il avait réussi. Admis à Aix-Paris au premier concours. Les 3 années qui suivirent me reviendront longtemps. Mon fils était heureux, épanoui, ambitieux, et c'était ce qui comptait, non? Puis vint le master. HEC proposait une spécialisation en finance d'entreprise. 2 ans supplémentaires, 70 000 € de frais, sans compter le logement. L'assurance vie avait bien travaillé. Elle affichait 105 000 € à ce moment-là. Avec un complément de prêt étudiant et ma participation, on pouvait s'en sortir. Je téléphonai à mon fils pour en discuter. J'ai fait les calculs, lui dis-je. Si on est prudent, l'assurance vie peut couvrir l'essentiel. Tu prendras un petit prêt pour le reste et tu travailleras quelques heures par semaine. On peut y arriver ensemble. Silence. Puis, papa, il faut que je te dise quelque chose. Stéphane a proposé de financer le master en entier. Les frais, le logement, tout. Il dit que c'est un investissement dans son futur beau-fils. Futur beau-fils. Son ex-femme et Stéphane s'étaient fiancés. J'avais appris la nouvelle par la story Instagram de mon fils. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai de l'argent de côté précisément pour ton avenir. Je sais, papa, et j'apprécie vraiment tout ce que tu as fait. Mais le réseau de Stéphane dans le monde des affaires, c'est une valeur en soi. Il me présente à des associés, à des directeurs de fonds. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'opportunité. Qu'aurais-je pu répondre? Que ces 105 000 € représentaient chaque sacrifice consenti, que regardait mon fils. Accepter l'argent de Stéphane ressemblait à le voir choisir l'homme qui lui avait pris sa mère, plutôt que le père qui l'avait élevé. Fais ce que tu crois être juste, lui dis-je. Le master le changea. Ou peu, être révéla-t-il simplement ce qu'il était en train de devenir. Son Instagram se remplit de soirées de networking dans des clubs privés, de voyages à Londres et à Genève, de séminaires dans des hôtels 5 étoiles. Toujours Stéphane en arrière-plan, distingué et confiant, incarnant le rôle du père accompli. Mes appels téléphoniques devinrent plus courts, moins fréquents. Il était occupé à construire son réseau, à rencontrer des investisseurs, à assister aux soirées de Stéphane. « Papa, c'est la semaine du séminaire de Stéphane à Megève. Tous ses associés seront là et il me permet d'y assister. C'est une opportunité énorme, tu comprends. » Bien sûr, une autre fois. Mais il n'y eut jamais d'autre fois. Seulement des excuses, des reports, et ce sentiment croissant que j'étais devenu une gêne pour mon propre fils.
Le modeste professeur de province avec sa Renault Clio et son appartement au loyer raisonnable. 3 mois avant la remise des diplômes, Stéphane avait offert à mon fils un poste de directeur adjoint du développement commercial dans son cabinet. 160 000 € brut, voiture de fonction, intéressement aux résultats. Sauter les années de junior, entrer directement dans la cour des grands. Papa, tu te rends compte? Directeur adjoint à 25 ans. Stéphane dit que j'ai le talent et le profil. C'est ça, la réussite. Les profils. Celui d'un fils dont le père avait travaillé 2 emplois pour le nourrir et l'habiller. Mais cela n'avait plus d'importance maintenant. C'est formidable, mon fils. Je suis fier de toi. Merci, papa. Au fait, pour la remise des diplômes, maman et Stéphane seront là, évidemment. Stéphane a loué une suite au Crillon pour après la cérémonie. Et il organise un dîner au Grand Véfour. Tu auras évidemment ta place à la cérémonie. Dans les tribunes régulières, puisque Stéphane a réservé les places en loge pour les proches les plus proches. Mais tu seras là pour le moment important. Les tribunes régulières pendant que la mère de mon fils et son beau-père regardaient depuis une loge privée. Mais au moins j'étais invité. Je passais la semaine précédant la cérémonie à me préparer. Fils nettoyait mon seul costume bleu marine chez le teinturier, le même que j'avais porté aux soutenances et aux enterrements. Cirait mes chaussures de ville jusqu'à ce qu'elles brillent, presque comme neuves. Réserva une chambre dans un hôtel 2 étoiles à Levallois-Perret parce que les hôtels du centre de Paris demandaient des prix qui dépassaient mon salaire hebdomadaire. Le train de Clermont à Paris prit 3h20. J'avais pris le TGV de 6h du matin, m'étais arrêté à la brasserie de la gare de Lyon pour un café et une viennoiserie. Paris s'étalait ensuite, grise et belle sous le ciel de novembre. Le campus de HEC à Jouy-en-Josas était imposant dans sa sérénité bourgeoise. Des allées bordées d'arbres, des bâtiments modernes, des familles en tenue élégante qui se photographiaient devant des haies taillées. Des jeunes diplômés en robe et toque traversaient les allées. Je serrai mon invitation et rejoignis le flot. À l'intérieur, des hôtesses orientaient les familles vers différents secteurs. Les loges étaient accessibles par une entrée séparée, naturellement. Je trouvais ma place dans les tribunes latérales, à gauche de l'estrade, vue dégagée sur le podium. Je pouvais apercevoir les loges vitrées en hauteur. J'y distinguais son ex-femme, les cheveux impeccables, une robe qui devait coûter ce que je mettais de côté en 3 mois. Stéphane se tenait près d'elle, imposant dans son costume sur mesure, serrant des mains, jouant parfaitement le rôle. Mon fils était quelque part en coulisses avec les autres diplômés, à se préparer pour son heure de triomphe. Je sortis mon téléphone et lui envoyai un message. « Installé et prêt. Tellement fier de toi. Je t'embrasse fort. » Pas de réponse. Il était sans doute occupé. La cérémonie commença avec la solennité habituelle. Le directeur général parla d'excellence et d'engagement. Le président du corps professoral évoqua les défis du monde de demain. Puis vinrent les diplômés, appelés un par un à traverser l'estrade pour recevoir leur diplôme. Quand le nom de mon fils fut annoncé, major de promotion, master en finance d'entreprise avec félicitations du jury, je me levai dans les tribunes et applaudis aussi fort que je pus. Il traversa l'estrade, reçut son diplôme, se retourna vers le public. Son regard alla directement vers la loge où se trouvait son ex-femme et Stéphane. Il pointa le doigt vers eux, sourit, hocha la tête. Il ne regarda jamais dans ma direction. Après la remise des diplômes, le major de promotion était invité à prononcer le discours de clôture. Je ne savais pas que c'était mon fils avant qu'il monte au pupitre. Aujourd'hui, commença-t-il, la voix assurée et claire dans les haut-parleurs. Nous célébrons non seulement nos réussites, mais aussi les personnes qui les ont rendues possibles. Les mentors qui nous ont poussés à viser plus haut. La famille qui a cru en nos rêves. Les hommes et les femmes qui nous ont montré ce que signifie vraiment réussir. Il parla de son parcours, de ses origines en province, des sacrifices nécessaires pour arriver jusqu'ici. Je veux remercier ma mère pour m'avoir toujours encouragé à choisir la vie que je méritais plutôt que celle qu'on me proposait. La caméra se posa sur son ex-femme dans sa loge, les yeux humides. Je veux remercier le corps enseignant d'HEC
pour 2 années d'exigence et d'ouverture intellectuelle qui m'ont préparé au monde réel. Applaudissements dans la salle. Mais surtout, je veux remercier Stéphane, mon beau-père et mon mentor. Stéphane m'a appris ce que signifie le vrai leadership. Il m'a montré que la réussite ne se construit pas seulement par le travail, mais par la vision, par l'intelligence des situations, par la qualité des personnes que l'on choisit de fréquenter. Stéphane, tu m'as ouvert des portes que je n'aurais jamais pu imaginer franchir seul. Tu m'as présenté à des hommes et des femmes qui ont changé ma trajectoire. Tu m'as montré ce que signifie avoir un père qui investit vraiment dans ton avenir. Je ne serais pas debout ici aujourd'hui sans toi. Merci de m'avoir fait l'homme que je suis. La caméra se focalisa sur Stéphane, qui se tenait debout dans sa loge avec une humilité bien calculée. Le public applaudit. Les familles autour de moi murmurèrent que c'était touchant. Je restais immobile. 23 ans de versement mensuel. 23 ans de cours particuliers le week-end. 23 ans à être présent pour chaque moment difficile, chaque victoire, chaque nuit où un enfant avait peur. Et pas une seule mention. Pas même un merci à son père. Rien. Je ramassais mon manteau sur le siège à côté du mien. La cérémonie se poursuivait encore, mais je ne pouvais plus rester assis là. Je me levai tranquillement et remontai vers la sortie de la tribune. Quelques personnes me regardèrent, croyant probablement que j'allais aux toilettes. Je poussai la porte et continuai à marcher. Derrière moi, j'entendais encore la voix de mon fils qui remerciait d'autres personnes. Des personnes qui n'étaient pas son père. Je traversai le hall du bâtiment principal, dépassai les familles qui attendaient la fin de la cérémonie, dépassai les préparateurs des cocktails de réception, dépassai tout cela. Je poussai la porte vitrée et me retrouvai dans l'air froid de novembre, soudainement épuisé. Sur l'allée devant moi, des jonquilles en plastique attendaient d'être photographiées. Mon téléphone vibra. Un message de mon fils. « Papa, t'es où? Je veux faire une photo après. » Stéphane a engagé un photographe professionnel. Je lui répondis « Aie dû partir. Félicitations pour tout. Je suis tellement fier de toi. » 3 points de suspension apparurent aussitôt. « Comment ça, t'as dû partir? » Le dîner au Grand Véfour, c'est dans 2 heures. Stéphane a invité des partenaires importants pour que tu les rencontres. Des partenaires importants. Comme si un professeur de mathématiques de 61 ans allait avoir quoi que ce soit à apporter à une table de gestionnaire de fonds et de directeur de cabinet de conseil. Je me sens pas très bien. Long trajet. Profite de ta soirée. Je rentrai à mon hôtel de Levallois, m'assis sur le lit et restai longtemps sans rien faire. Mon téléphone sonna. C'était son ex-femme. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire. Tu es sorti pendant le discours de ton fils. Tu réalises comment ça le met dans une situation impossible. Comment ça le met dans une situation impossible, pas comment je me sentais moi, comment ça le mettait dans l'embarras lui. Je suis son père. Je n'avais pas besoin que Stéphane me fasse une place à la remise des diplômes de mon propre fils. Oh, arrête. Tu es vexé parce qu'il n'a pas prononcé ton nom dans son discours. C'est pitoyable. Stéphane a fait plus pour l'avenir de notre fils en 2 ans que toi en 20. C'est vraiment ce que tu crois? Oui. Être parent, ce n'est pas un exploit, c'est le minimum syndical. Tout le monde élève ses enfants. Mais Stéphane, lui, crée des opportunités. Il ouvre des portes. Il construit un avenir. C'est ça, le vrai soutien. Pas ta petite assurance vie de fonctionnaire et ton complexe du martyr. Je raccrochais. Restais assis face à la fenêtre qui donnait sur un parking. Mon téléphone vibrait de messages. Mon fils, d'abord en colère à propos de mon départ, puis changeant progressivement de ton. « Papa, maman dit que t'es parti parce que j'ai pas dit ton nom dans le discours. C'est petit, non ?» Un autre message. « Stéphane dit que tu peux encore venir au dîner si tu t'excuses pour l'embarras que t'as causé. » J'éteignis le téléphone. Ce soir-là, je mangeais un sandwich acheté à la boulangerie du coin et regardais la télévision sans vraiment la voir. Je pensais aux mots de son ex-femme. Minimum syndical, complexe du martyr. Peu, être avait-elle raison. Peu, être que 23 ans de présence ne valait rien en soi. Peu, être que dans le monde d'aujourd'hui, mieux valait être le riche bienfaiteur qui apparaissait avec des opportunités que le père ordinaire qui était là chaque jour.
J'ouvris mon ordinateur et me connectai à mon espace client. Le contrat d'assurance vie affichait 112 400 €. Je restais longtemps à fixer ce chiffre. Je pensais à une chose. Quand j'avais commencé à enseigner à Clermont il y a 30 ans, j'avais eu dans ma classe un élève qui s'appelait Karim. Fils d'un ouvrier de Michelin, il était extraordinairement doué en mathématiques. Il rêvait de prépa, de grandes écoles, d'ingénierie. Mais il n'y avait pas d'argent, pas de réseau, pas de Stéphane pour lui ouvrir des portes. Karim avait fini par travailler à l'usine après le bac. Un cerveau gaspillé faute de moyens. Je cherchais sur Internet. La Fondation pour l'égalité des chances gérait des bourses pour les étudiants de milieux populaires accédant aux classes préparatoires et aux grandes écoles. Je cliquai jusqu'à la page des dons. Mon curseur se posa sur le champ du montant. Je tapais 112 400 €. Je déclenchais le rachat total de l'assurance vie, acceptais les pénalités fiscales, autorisais le virement et désignais le don comme bourse pour les étudiants de première génération issus de familles d'ouvriers et d'enseignants du second degré. En mémoire de ma mère, Marguerite, institutrice toute sa vie dans un village du Cantal, qui m'avait répété que l'éducation était la seule chose qu'on ne pouvait pas confisquer à quelqu'un. J'avais failli oublier ma mère dans tout ça. Elle était morte quand mon fils avait 6 ans, avant que Stéphane n'existe dans nos vies, avant que tout ne parte dans le mauvais sens. Elle aurait été atterrée de voir ce que son petit-fils était devenu. La transaction fut validée. Le contrat affichait 0 €. La fondation affichait 112 400 € disponibles pour les prochaines candidatures. Je fermai l'ordinateur et dormis d'un sommeil dont je n'avais pas l'habitude depuis des années. Le lendemain matin, je pris le TGV du retour pour Clermont. 3h20 à traverser les plateaux de l'Auvergne sous un ciel d'hiver. Je rallurai mon téléphone une fois dans l'appartement. 57 appels en absence, 42 messages. La plupart de mon fils, les premiers furieux. Puis, progressivement, un changement de registre. Papa, il faut qu'on parle de l'assurance vie. Papa, rappelle-moi, c'est urgent. Papa, les avocats de Stéphane ont découvert que tu as effectué un rachat total. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? Je lui ai envoyé un message. Viré à une fondation pour les étudiants qui en ont besoin. Tu m'as dit que 100 000 €, c'est ce que Stéphane dépense pour rénover sa cuisine. J'ai préféré le donner à des gens pour qui ça changerait vraiment quelque chose. Il appela immédiatement. Papa, tu plaisantes. Cet argent, c'était pour mon avenir. Ton avenir? Tu as un poste à 160 000 € qui t'attend, une voiture de fonction et un beau-père qui croit que tu pends le soleil. Qu'est-ce que tu aurais fait de mes économies de fonctionnaire? Silence. Puis, il y a eu des complications. Quel genre de complications? Autre silence. Le cabinet de Stéphane est sous enquête. L'AMF a ouvert une instruction pour présentation de comptes falsifiés à des investisseurs. Les associés ont été convoqués ce matin. Mon poste est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je m'assis lourdement dans mon fauteuil. Je comprends. Papa, j'ai 70 000 € de prêts étudiants. Je comptais sur ce poste et sur l'assurance vie pour les rembourser et trouver mon propre logement. Là, maman et Stéphane, ça ne va pas du tout entre eux. L'appartement risque d'être saisi si l'enquête tourne mal. J'ai besoin d'aide. Besoin d'aide. Le même fils qui avait décrit mes économies comme de la monnaie de poche. Papa, s'il te plaît, je suis désolé de ne pas t'avoir remercié dans le discours. J'étais stressé. Et Stéphane avait aidé à l'écrire, et j'ai juste laissé passer l'essentiel. Mais cet argent, tu peux le récupérer? Non. L'argent est parti, mon fils. Il finance des bourses pour des jeunes de milieu ouvrier qui veulent faire des prépas ou des grandes écoles. Des enfants dont les pères travaillent en usine ou dans l'enseignement, et qui n'ont pas de Stéphane pour leur ouvrir des portes. Des enfants qui seraient reconnaissants pour une opportunité, au lieu de la qualifier de pocket change. Tu me punis parce que j'ai remercié Stéphane? Je ne te punis pas. J'ai simplement arrêté d'être ton filet de sécurité pendant que tu courais après un homme qui t'offre des choses brillantes. Stéphane t'a montré à quoi ressemble la réussite. Très bien. Laisse-le maintenant te montrer à quoi ressemble le soutien quand son monde s'effondre. C'est insensé. Maman avait raison sur toi. Tu es amer et jaloux. Jaloux peut être. De mon appartement modeste,
de mon salaire de professeur, de ma vie tranquille à Clermont. Mais j'avais été là chaque jour, chaque moment, à travers chaque difficulté. Ça comptait, même si lui ne le voyait pas. Bonne chance pour la suite, mon fils. Je raccrochais. Il rappela 10 à 9 fois. Je ne décrochais pas. Les semaines qui suivirent furent calmes. Je repris mon rythme habituel, les cours, les copies à corriger le soir, mes promenades du week-end au parc Montjuzette qui surplombaient la ville, la vie simple et honnête que j'avais toujours menée. Son ex-femme appela une fois, venimeuse, parlant d'avocats et d'argent détourné. Je la laissai se vider, puis lui dis tranquillement que l'argent était à moi, que j'en avais fait l'usage que je jugeais juste et lui souhaitais une bonne journée. Les articles de presse commencèrent à paraître. Le cabinet de Stéphane avait manifestement présenté des résultats fictifs à des investisseurs depuis plusieurs années. L'AMF avait transmis le dossier au parquet. Les comptes étaient gelés, les locaux de la Défense scellés. Son ex-femme posta une photo sur Instagram depuis un appartement du 11e arrondissement. Nouvelle vie, nouveau départ, avec un hashtag sur la résilience. Plus aucune mention de Stéphane, qui semblait avoir conseillé à tous ses proches de prendre leur distance. Le compte Instagram de mon fils devint silencieux. Plus de soirées de networking, plus de voyages d'affaires, plus de photos avec des gens importants. Son dernier post était une photo d'une terrasse de café avec un tablier posé sur une chaise. Mon téléphone sonna un soir de décembre. Je faillis ne pas décrocher, mais quelque chose me poussa à le faire. « Papa »« Oui, mon fils. J'ai trouvé du travail. Barista, dans un café du Marais. 25 heures par semaine. C'est pas grand-chose, mais avec les remboursements du prêt, j'ai besoin de quelque chose. C'est bien. Le travail honnête, ça a toujours une valeur. Oui. Un long silence. Je vis chez maman dans son nouveau 2 pièces. Je dors sur le canapé. C'est différent. J'imagine. Les avocats de Stéphane lui ont recommandé de couper tout contact avec les personnes liées au cabinet. Ça m'inclut. Et maman aussi. Alors voilà, c'est terminé. Je suis désolé d'apprendre ça. Vraiment? Je ne savais pas. Une partie de moi souffrait pour mon fils. Une autre partie pensait qu'il avait besoin d'apprendre cette leçon. Je suis désolé que tu traverses une période difficile. Je n'ai jamais voulu que tu souffres, juste que tu comprennes ce que tu avais laissé derrière toi. La bourse que tu as créée, je l'ai cherchée en ligne. La fondation a publié un communiqué. Ils l'ont appelée Bourse Marguerite, en mémoire de ta mère. Mamie était institutrice, c'est ça? Oui, elle l'a été toute sa vie. Sa voix se brisa légèrement. Tu t'en souviens encore vraiment? Certaines personnes ne s'oublient pas. Un long silence. Papa, je t'appelle pas pour te demander de l'argent. Je sais que c'est terminé, cette histoire. Je t'appelle parce que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, derrière le comptoir du café, le soir chez maman sur son canapé. Et j'ai compris quelque chose. Je ne dis rien. Quand ma vraie mère est morte, j'avais 8 ans et j'étais terrorisé, et c'est toi qui étais là. Quand maman Linda est partie et que j'avais 13 ans et que je comprenais rien, c'est toi qui étais là. Chaque réunion, chaque entraînement, chaque nuit où j'avais peur d'un examen ou que je pleurais pour une fille, c'est toi qui étais là. Et j'ai passé tout mon discours de remise de diplôme à remercier tout le monde sauf la personne qui m'avait vraiment élevé. Je restais silencieux. Je n'arrivais pas à répondre. Je ne te demande pas de pardonner. J'ai été cruel, aveuglé par l'argent et par tout ce que Stéphane représentait. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant chaque sacrifice que tu as consenti. Et je suis désolé de ne l'avoir vu qu'une fois qu'il était trop tard. Il n'est pas trop tard, mon fils. Vraiment? Tu as donné toutes tes économies plutôt que de me les confier. Je les ai données à des étudiants qui ressemblent à ce que tu aurais pu être si tu étais né sans filet. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté de te faire confiance. C'est parce que tu m'avais dit toi-même que cet argent ne comptait pas. J'ai préféré le donner à des gens pour qui il comptait vraiment. Mais ça ne signifie pas que j'ai arrêté d'être ton père. Même après tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, je regardais mon appartement, mes étagères de livres, ma table de cuisine, ma vie simple et droite. Mon fils, j'ai 61 ans. Il me reste peu. Être 20 bonnes années si je prends soin de moi. J'en ai passé 23 à t'élever, et je le referai sans hésiter une seule seconde.
Mais je ne courrai plus après quelqu'un qui ne voit pas ce que j'apporte. Si tu veux une relation avec moi, ce doit être parce que tu veux ton père, pas parce que tu as besoin d'un plan B financier. Je veux mon père. Sa voix se brisa complètement. Papa, je veux mon père. Je suis tellement désolé. Nous avons parlé pendant 2 heures ce soir-là. Vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Il me raconta la pression subtile et constante de Stéphane, les messages imperceptibles lui suggérant que son père était insuffisant, pas assez ambitieux, pas à la hauteur du monde dans lequel il allait évoluer. Comment il avait fini par intérioriser tout ça jusqu'à y croire. Je lui parlais des années de sacrifice, non pas pour qu'il se sente coupable, mais pour qu'il comprenne. Comment l'amour ressemble parfois à des pâtes le soir, à une voiture qui tient avec du fil de fer, à des noms prononcés en silence, pour que quelqu'un d'autre puisse dire oui. « Je vais rentrer à Clermont », dit-il finalement. « Il n'y a plus rien pour moi à Paris. Je pourrais recommencer là-bas. Tu es toujours chez toi ici ?» Il revint 3 semaines plus tard. Je l'aidai à trouver un studio en colocation près de la faculté, 650 € par mois. Il trouva un emploi dans un café du centre-ville, commença à rembourser son prêt, commença à reconstruire. Nous dînions chaque dimanche chez moi, rien d'élaboré. Un pot-au-feu, une blanquette de veau, les plats simples que je cuisinais depuis qu'il était petit. Nous parlions de sa semaine, de ses projets, de ses idées. Il s'était inscrit à des cours du soir à l'IAE, envisageait peu, être l'enseignement, les mathématiques ou la gestion, il n'avait pas encore décidé. Les profs ne gagnent pas beaucoup, lui rappelai-je un soir. Non, convint-il, mais ils changent des vies, les bons en tout cas. Un dimanche de janvier, nous étions assis dans mon salon en buvant un café après le repas quand je reçus un email de la Fondation pour l'égalité des chances. La première bourse Marguerite venait d'être attribuée. Une jeune femme de Béziers, fille d'une caissière et d'un chauffeur routier, admise en classe préparatoire scientifique à Toulouse, première de sa famille à franchir ce seuil. Sa lettre de remerciement était jointe. Je tendis le téléphone à mon fils. Il la lut en silence, puis me le rendit. « Mamie aurait adoré ça ?» dit-il doucement. « Oui, elle aurait adoré, papa. Je ne pourrai jamais assez te dire merci, pour avoir été là, pour ne pas avoir abandonné, pour m'avoir appris, même quand je ne voulais pas l'entendre. Ce qui compte vraiment. » Je regardais mon fils, 25 ans, qui travaillait dans un café, vivait en colocation, remboursait ses dettes, et apprenait enfin ce que signifie construire quelque chose par soi-même. Et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'y avais pas vu depuis longtemps. Pas la brillance de façade des soirées de networking. Quelque chose de plus lent, de plus profond, une forme de dignité acquise. « C'est ce que font les pères », lui dis-je. Le soleil de janvier dessinait de longues ombres à travers les fenêtres. Dehors, Clermont continuait sa vie tranquille. Les trams remontaient le boulevard, les étudiants traversaient la place de Jaude, la ville grise et verte et honnête que j'avais toujours habitée et que Stéphane n'aurait jamais daigné regarder. Mon téléphone afficha un message de son ex-femme. Je le vis, le posai sur la table sans l'ouvrir. Certaines choses n'avaient plus d'importance. Dans mon couloir était accrochée une photo de ma mère tenant mon fils dans ses bras à la maternité 25 ans auparavant. Une autre époque, un autre monde. Je lui avais fait une promesse ce jour-là, silencieuse, que je n'avais jamais oubliée, que je l'élèverais avec des valeurs, que je lui apprendrais ce qui dure. Ça avait pris plus longtemps que prévu, coûté plus que je n'avais imaginé, et nécessité des leçons plus difficiles que je n'aurais voulu lui infliger. Mais en regardant mon fils ce dimanche matin dans mon salon, en train de boire son café les mains autour de la tasse comme il le faisait enfant, j'avais la certitude d'avoir tenu ma promesse. Certains cadeaux mettent 25 ans à être pleinement reçus. Certaines leçons coûtent tout ce qu'on possède. Mais les personnes qui vous aiment vraiment sont là, non pas pour ce que vous pouvez leur offrir, mais pour ce que vous êtes. C'est ce que Stéphane n'a jamais compris. C'est ce que mon fils a finalement appris. Et c'est ce qui fait toute la différence. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce qu'on vous a déjà pris pour acquis par quelqu'un à qui vous aviez tout donné? Racontez-moi. Abonnez-vous à Vengeance de Soi pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.